Bonsoir Limoges. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cet événement de conférence. Alors, merci vraiment à toute l'organisation, à Monsieur Van Den Broek et à l'agglomération de Limoges Métropole pour l'invitation et la tribune qui va me permettre de vous faire partager ma passion. Merci aux deux Francis de Hashtag Consulting également. Et moi, je suis résident à Limoges. Alors vraiment, merci, parce que quand on a sa cabine en 4x3 sur le boulevard, bah, ça change un peu sa vie quand on va à l'école porter les enfants ou à la boulangerie. Donc plein de gens sont venus me voir, c'était très sympa, donc merci beaucoup. En fait, ce qui m'a fait rencontrer Limoges il y a une vingtaine d'années, bah, en fait, c'est l'eau. J'ai rencontré, en venant ici, Patrick Leprat, le directeur de l'ENSIL, et donc je suis ingénieur en traitement des eaux de Limoges, et c'est comme ça que j'ai rencontré Limoges, grâce à l'eau. Et en fait, ça fait 20 ans que j'étudie sa chimie, sa composition, sa microbiologie, les petites bêtes qu'il y a dedans, et puis ses effets et ses interactions avec le vivant. Je suis personnellement intervenu sur plus de 100 sites dans le monde, dont parmi les plus grandes usines dans leur catégorie, pour intervenir sur des problématiques, soit d'accès à l'eau, soit de problématiques de pollution de l'environnement derrière, soit sur des problématiques de santé alimentaire liées à la qualité de l'eau. Alors forcément, effectivement, je suis venu vous parler d'un truc tout à fait magique, qui est l'eau. C'est vraiment magique, l'eau. C'est vraiment magique. Pour rappel, hein, le fait que ce soit un tout petit aimant moléculaire, lui permet de transporter, d'être ce qu'on appelle un solvant universel, et c'est une des caractéristiques qui en font que c'est le fluide de la vie par excellence. Et puis, ces molécules ont aussi une capacité de faire des liaisons d'énergie faibles, dites liaisons hydrogène entre elles, et c'est ça qui explique simplement qu'on ne cuit pas le jour et qu'on ne congèle pas la nuit, parce qu'en fait l'océan accumule l'énergie du soleil pendant la journée et la restitue la nuit lorsqu'on est exposé au vide sidéral, sans faire varier sa température. Et donc effectivement, l'eau, eh ben, c'est un peu toute ma vie. Et je suis venu vous parler plus précisément d'un truc un peu abyssal, c'est-à-dire que le confort absolu, et dont il n'est pas du tout question de le remettre en cause, de l'eau potable et du réseau sous pression, eh ben fait que moi, par exemple, j'ai toujours été élevé dans un monde où l'eau est inépuisable, inaltérable et gratuite. Mais aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas vrai. Non, cela est faux. L'eau est épuisable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, il faut bien comprendre que l'eau facilement utilisable par l'humain ne représente qu'une fraction infime de l'eau présente sur Terre. Plus de 90% des masses d'eau, des volumes d'eau, sont trop salés pour être utilisés directement et nécessitent beaucoup d'énergie pour les étudier. Et donc, en fait, la fraction de l'eau librement utilisable par l'homme est dite douce, l'eau douce, et principalement sous forme de glace. Oui, je sais, ça fond, on y revient plus tard, mais... et donc, la partie utilisable par l'humain représente au total moins de 1% du volume total de l'eau sur Terre. Et puis, ce dont on parlait il y a quelques secondes, le changement climatique, je ne suis pas du tout un expert de ces questions-là, il n'y a qu'un seul truc dont je suis sûr, parce que c'est les assureurs qui le disent, et les assureurs sont des gens sérieux, c'est que la fréquence des manifestations climatiques de très grande amplitude est en augmentation. Et en augmentation extrêmement sérieuse. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe dans notre atmosphère va aboutir à ce qu'il pleuve des pluies torrentielles de plus en plus fréquemment, et que ces périodes de pluie torrentielle soient séparées par des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, l'eau n'est pas inépuisable, elle est même effectivement extrêmement facilement épuisable. L'eau n'est pas inaltérable, loin de là. J'ai mis une petite photo d'un port de pêche en Chine, où on voit effectivement assez distinctement une mortalité piscicole relativement importante, dans une eau limpide. Vis-à-vis de la qualité de l'eau, il ne faut surtout pas croire que sa limpidité est une garantie absolue de ce que ça peut vous faire. Qu'elle soit limpide ou pas, l'eau peut être effectivement un poison mortel. Je rappelle souvent à mes étudiants que l'eau est encore le principal vecteur d'épidémie dans le monde, et notamment de mortalité infantile. Mais revenons à ces poissons. J'aurais pu prendre des poissons du Val de Laurence et du lac du Jura en novembre 2013. Les mortalités piscicoles sont aujourd'hui extrêmement fréquentes et un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Europe, pareil, des études très sérieuses, ont démontré que 90% des masses d'eau superficielles, donc des étangs, des lacs, des rivières, 90% des masses d'eau superficielles sont contaminées par des polluants organiques persistants, des plastifiants, des pesticides, des résidus de médicaments. 90% des masses d'eau. Et les seules zones épargnées en Europe, c'est l'Estonie et le nord de la Finlande. Des zones extrêmement peu urbaines et peu industrielles.
Et donc oui, ça aussi c'est une grande difficulté. L'eau est altérable et on a mis des produits chimiques un peu partout dans cet environnement aqueux, ce qui fait qu'en 2013, l'État français reconnaissait dans 400 prélèvements faits après traitement dans une station d'eau potable la présence de 1 à 4 médicaments dans l'eau traitée, à des concentrations de nanogrammes par litre qui n'ont pas d'effet direct sur la santé. Cela s'entend, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que la pollution elle est vraiment un peu partout. Et puis, dernièrement, assez récemment, des chercheurs ont réussi à démontrer de l'existence de plastifiants et de résidus de pesticides à moins 6000 mètres de profondeur dans les océans. La pollution, elle est globale, elle est généralisée, elle est en augmentation. La base de données de produits chimiques de REACH en Europe, c'est 100 000 produits. Donc l'eau est altérable. Et enfin, encore une fois, l'effet eau du robinet, parce qu'effectivement, il n'existe aucune denrée alimentaire dont on vous amène chez vous une tonne, au 25e étage d'une tour à la Défense, qu'on vous reprend la tonne de déchets générés pour 3,50 €. On est d'accord, c'est le seul produit sur lequel l'économie fonctionne comme ça. Et l'eau est en fait cette impression-là. Alors ça, c'est un bienfait pour l'humanité, c'est pas ça que je remets en cause. Mais ça fait croire que l'eau, c'est gratuit. Et en fait, pas du tout. Parce que l'eau, c'est au carrefour de toutes les activités industrielles. L'eau, elle est quotidiennement utilisée pour laver, pour rincer, pour dissoudre, pour diluer, pour chauffer, pour cuire, pour refroidir. En tant que fluide thermique et fluide des utilités, l'eau est vraiment au cœur des procédés industriels. Et des problématiques, comme exemple la corrosion, le fait que l'eau dégrade les métaux et les fait rouiller, ou les phénomènes d'entartrage, c'est-à-dire que l'eau a la capacité de déposer des sels sur des installations, coûtent des milliards d'euros, 3,8 aux dernières estimations, par an à l'industrie en Europe. L'eau est extrêmement coûteuse d'un point de vue industriel. C'est assez difficile à détecter pour ceux qui sont des as des comptes du résultat, parce que globalement, le coût de l'eau est caché dans le coût de l'énergie. Parce que l'eau et l'énergie, c'est souvent une même chose en industrie, parce que c'est souvent la vapeur. Donc l'eau est très coûteuse. Et ici, me direz-vous, à Limoges, j'ai pris ça dans le coin, dans une carrière. Et ici, localement, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est comme partout où on n'est pas mieux loti, en fait. On est même dans un endroit assez particulier, pour deux raisons. La première, c'est que le Limousin est basé sur un magnifique granit, qui s'appelle le granit d'Oreille, mais qui fait que le terrain est complètement incapable de stocker de l'eau de qualité en profondeur. L'eau présente en Limousin est présente en surface, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'elle est extrêmement influencée par le cycle extérieur. Et on en revient au point précédent. Il n'y a pas d'eau, à proprement parler en Limousin, d'un point de vue hydrogéologique. Et puis le deuxième point, c'est que finalement la région Nouvelle-Aquitaine, elle est constituée principalement, en tous les cas il y a une bonne partie de la région Nouvelle-Aquitaine qui est concernée par ce qu'on appelle le bassin Adour-Garonne. La France est divisée en unités hydrographiques homogènes, et c'est normal, où interviennent les agences de l'eau, dont il faut souligner l'action d'ailleurs. Et ce bassin Adour-Garonne, et notamment deux sénateurs de l'ancien Limousin, ont écrit un rapport eau urgence déclarée en 2016 qui décrit bien la situation, où globalement le bassin Adour-Garonne est déficitaire d'1 milliard de mètres cubes par an dans 30 ans. Alors, quand on en est à avoir des déficits de 1 milliard de mètres cubes par an sur une région pour faire fonctionner tout, ça veut dire qu'il va y avoir des conflits d'usage qui vont poser question. En cas de grande sécheresse, on refroidit la centrale nucléaire, on irrigue les champs, on alimente la population, on fait des choix. Il faut que vous sachiez que des villes comme Rome, Le Caire, Los Angeles sont soumises à des coupeurs d'eau extrêmement régulièrement. En été, à Rome, vous avez l'eau quelques heures par jour. C'est une réalité un peu partout dans le monde. Alors que faire? Parce que là, je vois tout le monde est un peu couché dans son fauteuil en se disant « Oh là là, c'est dur !» Alors oui, effectivement, la situation pose problème parce que finalement, le résultat de nos activités humaines et industrielles ont un impact sur notre environnement. Je pense qu'on peut tous en être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est sans solution. La première solution que je porte, depuis longtemps maintenant, c'est l'augmentation massive en quantité et en qualité de production d'informations sur ces grandes masses d'eau, sur la qualité des cours d'eau, de l'eau potable, etc. Et le faire en temps réel, simplement pour pouvoir en comprendre les grands enjeux, les grands ensembles, pouvoir les réorganiser, parce que nous allons être dans la nécessité de les réorganiser. Et pour les réorganiser, nous avons besoin de mieux les comprendre, et donc de mieux les étudier. Indéniablement, une partie de la réponse sera juridique, avec certainement l'interdiction pure et simple de certains rejets,
Certains pays prennent des initiatives vachement rigolotes de ce point de vue-là du juridique. La Nouvelle-Zélande vient de doter son plus grand fleuve d'une personnalité morale en disant, en fait, en droit, chez nous, la personnalité morale est la base de la définition de préjudice. Et donc, c'est la base de compensation financière. J'ai trouvé ça très malin, enfin en tous les cas original, et il faut effectivement penser. Il y a une grande part de l'industrie qui aujourd'hui s'oriente vers des technologies dites de zéro rejet liquide. C'est notamment le traitement de surface par voie humide pour le secteur de l'aéronautique, parce qu'effectivement, sinon ils tuent toutes les rivières derrière eux, donc il y avait un vrai enjeu. Ça viendra certainement pour d'autres types d'industries. Le troisième point, c'est que en fait, aujourd'hui, dans les déchets solides, plus personne ne se pose la question. Et mon fils a appris à l'école comment on triait les déchets. Il reprend ma mère qui a 84 ans quand elle se mélange un peu les crayons. Parce qu'à son époque, l'eau c'était précieux, mais alors le tri des déchets, ça n'existait pas. Et en fait, nous, on plaide pour des solutions basées sur des réutilisations maximales de l'eau. Il faut savoir qu'il existe vraiment tout un tas de technologies qui permettent de mieux valoriser. Et il y a un grand nombre d'industries dans lesquelles aujourd'hui, au vu du coût de l'eau, de la raréfaction de la ressource, des taxes sur l'industriel, permettent de rendre possible l'émergence de nouvelles voies où on mélange finalement pas tous les effluents pour essayer de les traiter à la fin, mais où en fait on met les moyens techniques et financiers à l'endroit où sont produits les effluents pour les réutiliser immédiatement. Et Limoges encore. Eh bien en fait, il faut savoir que Limoges est en fait finalement a une opportunité historique, je n'hésite pas à le dire, de se positionner sur ce marché-là. Et en fait, c'est lié à son histoire. Il y a plusieurs grands instituts à Limoges qui étudient ces questions depuis fort longtemps. Je citerai le premier, l'Office international de l'eau, organisme non gouvernemental associatif, qui prône pour la culture de l'eau et le développement de technologies raisonnées depuis fort longtemps. Et donc l'OIO, et Pascal Boyer que je remercie, est effectivement un acteur tout à fait décisif dans cette question. Et il est assis devant moi et je le resalue. Il est évident que les filières universitaires d'enseignement de Limoges, ayant ce qu'on appelait les héritiers de l'école de l'eau, c'est-à-dire que ce qui s'est organisé en génie des procédés eau et environnement, est issu d'une longue tradition d'enseignement universitaire sur la qualité de l'eau. On pourra aussi saluer l'existence du groupement de recherche au sol environnement, le laboratoire du Grèze. Bref, il existe tout un tas d'acteurs. Il existe des acteurs aussi économiques privés tels que nous, Aquacet, mais aussi Pearl, c'est-à-dire des petites boîtes innovantes qui sont en train de proposer des vraies solutions pour pouvoir essayer d'améliorer tout ça. Nous avons, avec certains des acteurs que je viens de citer, notamment l'OIO, par l'intermédiaire du pôle environnement Nouvelle-Aquitaine, porté cette question aux plus hauts étages de la région, et je salue la présence de M. Alain Rousset, afin de faire émerger à Limoges et sa région une espèce de cluster de compétition, ou je ne sais pas, de plan d'action stratégique international. Nous avons contacté Sichuan et aussi Gabès à cet effet, pour que ensemble, l'université, les acteurs privés et aussi les acteurs institutionnels se mobilisent autour de ces questions de l'eau pour mieux la gérer. Parce que, au final, soyons sérieux, à une époque où on peut écouter en temps réel les conversations téléphoniques de 7 milliards d'individus, une meilleure connaissance et la mise de moyens sur une meilleure connaissance de notre environnement n'est pas du tout un enjeu technologique, c'est un enjeu de société. Alors c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous, c'est à chacun d'entre nous de répondre à cette question.